suite, on refait la semaine éco avec Philippe Wechter, chef économiste chez Natixis-AM. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, on ne sait que choisir parmi l'actualité économique cette semaine. Commençons par les États-Unis. Est-ce aberrant de vouloir réduire ce déficit commercial américain qui atteint un sommet record de 57 milliards de dollars, pardon? Alors, il faut revenir là-dessus, parce que on a deux politiques économiques aux États-Unis qui ont été mises en place ces dernières semaines. Un plan de relance spectaculaire avec des baisses d'impôts, des augmentations de dépenses publiques. Tout ça va nourrir le marché intérieur américain. Et on voit d'ailleurs ces dernières semaines, ces derniers mois, que les importations progressent très vite, beaucoup plus vite que les importations, que les exportations. Et de ce fait-là, cela nourrit le déficit extérieur américain. Alors après, il faut dire, non, on ne voulait pas ça, on taxe l'acier, on taxe l'aluminium. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Les Américains vont vouloir dépenser un peu plus, ce qui est normal, mais ils paieront un peu plus cher tous les produits qui seront fabriqués avec de l'acier ou avec de l'aluminium. Donc finalement, l'Américain moyen se retrouve dans une situation assez délicate. L'autre point, c'est que quand on regarde le déficit extérieur américain, ça fait des années qu'il est à 3% du PIB, ça n'a rien de dramatique. Il n'y avait pas d'urgence. Tout ça traduit une espèce d'incapacité pour la Maison-Blanche de penser la politique économique. On est dans une situation où la Maison-Blanche considère que tout ce que je gagne, vous le perdez. Et donc on est dans un jeu à somme nulle qui est une caricature de ce que peut être l'économie globale depuis l'éternité. Donc là, il y a un vrai hiatus, et le départ de Gary Cohn, qui était le principal conseiller économique de Donald Trump, réduit encore cette capacité à raisonner sur l'économie. En d'autres termes, Trump considère que l'économie américaine, c'est une entreprise, et que l'économie se gère comme une entreprise. Donc dès que je prends des parts de marché, j'affaiblis mes concurrents. L'économie ne fonctionne pas comme ça du tout, et c'est vraiment là le souci qu'on peut avoir. Et que dire de la riposte européenne pour le moment? On est dans un point où, comme l'expliquaient tous les spécialistes de la dissuasion nucléaire, j'ai des bombes, vous avez des bombes. Si vous augmentez votre nombre de bombes, il faut que j'augmente le mien. Comme ça, je serai sûr que vous ne m'attaquerez pas. Voilà, la Commission européenne est un peu dans ce rôle-là, c'est-à-dire qu'elle prépare des mesures de représailles au cas où. Et voilà, mais globalement, le risque, c'est que effectivement, hier soir, il y a un document qui a été signé par Donald Trump, et ça, c'est un premier pas auquel il va falloir être attentif. L'autre aspect... Vers la bombe, j'ai envie de dire. C'est un premier pas vers la bombe. Là, on est... Oui. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, c'est que George Bush, en 2002, avait déjà fait ce type de mesures, sur l'acier spécifiquement. Ça avait permis de sauver quelques emplois, et on voit bien dans ce cadre-là l'intérêt de Donald Trump. Il y a des élections de midterm au mois de novembre. Voilà, on essaye de sauvegarder des postes. Mais alors, ça avait sauvegardé quelques emplois, mais dans toutes les industries en aval, l'automobile, l'aviation, etc., ça avait détruit des nombres bien plus importants d'emplois. Donc, la mesure avait été très vite retirée par George Bush. On est dans une configuration du même type, et c'est dommage que l'histoire ne nous apprenne rien. On passe à l'Allemagne maintenant, avec le nouveau gouvernement de Angela Merkel. On ne l'a pas du tout entendu, Angela Merkel, sur justement cette guerre commerciale. Bon, il faut dire que l'Allemagne est peut-être un peu mal placée, question protectionnisme. Non, c'est qu'elle a effectivement d'autres soucis. On voit bien, et on a sur la situation allemande de vraies interrogations, parce que on va avoir effectivement un gouvernement, mais on a un petit peu de mal à savoir ce qu'il va effectivement faire, quelle sera son implication européenne, quelle sera l'implication de l'Allemagne. Là, il y a une petite interrogation, parce qu'on voit bien qu'en interne, la situation s'est dégradée. On le voit dans tous les sondages. Les partis de gouvernement voient leur poids décroître, le CDU, le SPD, et les partis non gouvernementaux, je pense notamment à l'AfD,
l'AfD, l'extrême droite allemande, qui progresse. Et donc il y a un nouvel équilibre à trouver. Et sondage après sondage, la situation se dégrade pour les partis de gouvernement. Donc là, il y a une vraie reprise en main à faire de la part d'Angela Merkel, et c'est une vraie source de soucis à l'échelle européenne. Et depuis 6 mois, parce que depuis 6 mois sans gouvernement, ça veut dire quoi? Qu'il y a quand même des dossiers qui se sont entassés ou... Non, c'est-à-dire qu'on gère le quotidien, mais il n'y a pas d'impulsion. On l'a bien vu sur la question européenne. On avait Emmanuel Macron souhaitait renouer et redévelopper le couple franco-allemand. Voilà. Alors il y a eu des éléments dans l'accord entre le CDU et le SPD sur l'Europe, mais ça reste en Allemagne. On peut se dire oui, ça sera bien quand on pourra le faire, mais pour l'instant ça reste très limité. Donc il y a effectivement sur ce dossier principalement de vraies questions, et cette dimension européenne est importante, parce qu'on a vu en Italie par exemple que la situation s'était assez sensiblement dégradée au moment des élections, et tout ça vis-à-vis des questions européennes principalement. Donc il faut être attentif, et il faut que l'Allemagne retrouve la capacité à proposer des choses, et proposer des choses avec la France, proposer des choses avec l'Italie, avec l'Espagne, c'est-à-dire que les grands pays se remobilisent sur la question européenne pour éviter les déconvenues qu'on a vues en Italie le week-end dernier. J'allais vous dire, oui, sur l'Italie, il y a quand même une sorte de manque de réaction. On a l'impression que c'est toujours compliqué en Italie finalement. Il n'y a pas tant d'inquiétude que ça. Il n'y a pas tant d'inquiétude, mais je pense qu'il faut être très inquiet. C'est-à-dire que si vous prenez le parti 5 étoiles, la Lega, les Frères d'Italie, qui sont des partis très populistes, on est à 54%. Alors chacun se dit, on va avoir un gouvernement de technocrates. Très bien, prenons un gouvernement de technocrates, mais pour autant, même si vous modifiez, si vous faites une cuisine électorale un peu folle, vous n'empêcherez pas ces 54% d'Italiens de voter pour ces partis. La problématique italienne est intéressante, parce qu'on voit bien que l'économie italienne, depuis 10 ans, est en situation de fragilité. Juste un chiffre, le niveau du PIB en volume, l'activité italienne est aujourd'hui, à la fin de l'année 2017, 15% au-dessous du pic de 2008. Et donc, les Italiens s'interrogent. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, et qui fait que même dans le nord de l'Italie, la situation est moins brillante qu'elle ne l'était. Et donc, les Italiens se disent, peut-être qu'on peut faire autre chose. Ça, c'est réellement problématique. Et la question là-dessus, c'est que l'Europe n'a pas beaucoup de prise sur la situation italienne et sur la façon dont les choses pourraient éventuellement être modifiées par la suite. On fait un petit point sur les banques centrales maintenant. La BCE s'est réunie jeudi. Statu quo sur les taux directeurs et sur les rachats d'actifs. Quelle est votre analyse? Dans le propos de Mario Draghi, et dans le communiqué de presse juste après la réunion, il est indiqué que la Banque Centrale Européenne ne rentre plus dans un jeu qui était de dire on se donne la possibilité d'augmenter le montant des actifs qu'on achètera dans le futur au cas où. Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne est plutôt confiante dans le cycle économique européen, et qu'elle n'a plus besoin d'aller aussi loin et de créer une sorte d'incertitude sur cette question. Ça ne veut pas dire pour autant que immédiatement la Banque Centrale Européenne va changer de stratégie. Oui, surtout qu'il me semble que Mario Draghi a précisé que ça pourrait continuer au moins jusqu'en septembre, ce qui laisse la porte ouverte. De toute façon, c'était prévu jusqu'en septembre, mais avec toujours cette conditionnalité qui est que l'inflation doit avoir l'allure souhaitée par la Banque Centrale Européenne. Et pour l'instant, quand on regarde l'évolution d'inflation, il n'y a pas d'alerte sur ces questions. Donc on ne peut pas exclure qu'au-delà de septembre, la Banque Centrale Européenne continue d'acheter des actifs dans son programme d'achat, parce qu'elle réinvestit toujours les revenus de son portefeuille, et que cette situation se prolonge. On modifie les choses un petit
peu à la marge sur le comportement des banques centrales, parce que ces banques centrales ont toujours peur de brusquer l'économie, d'aller un petit peu trop vite. Et de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, on voit la Banque centrale très prudente, la Federal Reserve américaine était aussi très prudente, mais cette Banque centrale américaine va être obligée d'agir beaucoup plus rapidement en raison des déséquilibres provoqués par la politique économique de Trump, notamment celle sur la politique budgétaire. Et donc, finalement, les banquiers centraux livrés à eux-mêmes ont été très efficaces pour rentrer dans des politiques monétaires très accommodantes. Ils ont beaucoup de difficultés à en sortir. Et là, aux États-Unis, il faut un choc de politique fiscale pour que la normalisation s'opère très rapidement. Merci beaucoup Philippe Waechter, chef économiste chez Natixis, pour ce décryptage économique. Merci.